Hello mes Pams! On se retrouve pour une nouvelle rencontre positive et inspirante. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Charlotte Wills. Vous la connaissez sûrement puisqu'elle vient de sortir un tout nouvel ouvrage avec Saverio Tomasella qui est donc sur la charge affective, comment éviter le burn-out émotionnel. Et Saverio, on en a déjà parlé puisque vous l'avez vu sur ma chaîne YouTube très récemment. Je vous invite à aller cliquer sur le lien qui s'affiche en haut à droite de ton écran pour aller découvrir la vidéo avec Saverio. Et donc aujourd'hui, naturellement, je reçois Charlotte. Charlotte, comment vas-tu? Bien, merci Elise. Alors aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'être avec Charlotte, pas que pour le livre, mais pour ton parcours, pour tout ce que tu as fait. Ici, vraiment, on parle de confiance en soi, d'énergie positive, et on a cette dynamique que j'adore chez Charlotte. Et est-ce que tu peux nous parler du coup de ton parcours et de tout ce qui s'est passé avant que tu prennes conscience de ton hypersensibilité? Oui. Alors, mon parcours, c'était un long parcours en fait de quête pour savoir en fait ce qui se passait, ce que je pouvais éventuellement avoir, qu'est-ce qui se passait, toutes les raisons pour lesquelles je pouvais rencontrer des difficultés, soit dans ma vie professionnelle, dans ma vie amoureuse, dans ma vie relationnelle. Et donc, en fait, durant cette quête, c'était toujours une recherche du problème que je pouvais avoir. D'accord. Et donc, voilà, j'ai fait tout un tas de recherches en allant voir de nombreux thérapeutes, psychologues, auriculothérapeutes, kinésiothérapeutes, psychiatres, psychologues, etc. Et voilà, j'avançais dans cette quête, mais souvent quand même avec cette profonde sensation que c'est pas encore ça, quoi. C'était pas encore ça. Et donc à chaque fois, j'allais voir. Voilà, j'ai avancé. Je peux pas dire que ça m'a pas été utile, hein. Ça a été très utile ce cheminement thérapeutique, mais avec en arrière-plan, dans le backstage comme ça, quelque chose qui me disait qu'il y avait encore autre chose, quoi, que c'était pas ça. Qu'est-ce qui t'a alerté qui t'a demandé en fait d'aller dans cette quête où tu t'es dit il y a quelque chose qui va pas, il y a un événement, il y a quelque chose où tu t'es dit là il y a quelque chose où je me sens pas bien, où il y a quelque chose qui est pas normal ou que je ne comprends pas sur moi? Oui, cette sensation d'être en décalage, cette sensation d'être pas toujours sur la même longueur d'onde, cette sensation de pas avoir le même but, le même sens, voilà, ça c'était toujours là, cette sensation de vouloir peut-être aussi un peu plus, de vouloir que ce soit toujours mieux, de faire de nombreuses activités professionnelles, comme si ma vie en fait n'allait pas suffire pour faire tout ce que j'avais envie de faire. D'accord. Comme si une fois que j'avais fait ça, bon c'était bien, mais quand même je pouvais pas terminer ma vie sans avoir essayé ça. Et puis il y avait ça aussi, comme si le bonheur pouvait être ailleurs en fait. Voilà, donc il fallait vraiment que j'aille voir à chaque fois, que j'aille voir cette activité-là, comme si c'était là que ça allait se passer, comme si à chaque fois c'était ailleurs que j'allais trouver. Oui, parce que du coup, avant de devenir psychopraticienne, auteure, spécialiste de l'hypersensibilité avec ces livres-là, tu as eu un parcours professionnel très riche. Est-ce que tu peux nous en parler de ce cheminement avant de venir à l'accompagnement? Oui, alors j'ai commencé la coiffure à 15 ans. En tant qu'apprentie coiffeuse dans un salon de coiffure dans le nord de la France. Après, donc, j'ai eu mon CAP du premier coup, en 2 ans au lieu de 3 ans. CAP mixte. Après, j'ai passé mon brevet professionnel que j'ai eu du premier coup. Donc, à 19 ans, en fait, j'avais les diplômes pour ouvrir mon salon de coiffure. D'accord. Sauf que je trouvais que c'était un petit peu jeune. Alors, je suis venue à Paris faire une spécialisation dans une école de formation. Et puis, j'ai continué et j'ai ouvert mon salon un peu plus tard, donc à 21 ans. Ce qui est déjà... Ce qui est déjà jeune, ouais, ce qui est déjà très jeune. Et donc, en fait, à l'époque, j'ai fait ce qu'on voit un petit peu maintenant partout dans Paris. J'ai créé un salon de coiffure barbier
avec des fauteuils en cuir rouge que mon père m'avait trouvé parce qu'il était antiquaire sur une brocante. C'était des très très beaux fauteuils en chromé, en cuir rouge qui venaient de Chicago, avec un sol en plancher. C'était très très beau. Et donc j'ai créé ça à 21 ans. J'ai travaillé jusqu'au jour où j'ai un client qui me parle du théâtre. Il faisait du théâtre le soir. Et je le questionne, je lui dis, vous faites du théâtre? Il va se reconnaître. Et je dis, vous faites du théâtre? Et il me dit, oui, si vous voulez, vous pouvez venir voir. Je dis, c'est vrai, je peux venir voir. Alors il me dit, bah oui, si vous voulez, je préviens. Je dis que vous allez arriver et puis vous pouvez arriver un peu en retard. Donc j'ai terminé ma soirée et puis après je suis allée. Et puis alors là, bah voilà, ça y est, j'étais prise de passion pour le théâtre et pour la littérature et pour tous les textes de théâtre. Donc j'allais une fois par semaine au cours de théâtre le soir. Et puis après, j'ai additionné encore un autre cours à Lille avec d'autres professeurs, etc. Jusqu'au jour où en fait ensuite il y a un film qui est venu se tourner à Dunkerque et puis j'ai participé au tournage, j'ai rencontré l'actrice principale et puis une fois que tout le tournage est parti, je me suis dit bah, c'est ça que je veux faire en fait. Et donc tu t'es mis à fond dans le théâtre? Et donc j'ai mis mon salon en vente et puis j'ai vendu le salon, je me suis séparée de ma maison et je suis venue à Paris pour faire du théâtre. Génial. Oui. Et alors, quand est-ce que tu as pris conscience? Donc, tu as fait du théâtre et c'est du théâtre que tu es passé ensuite à cette prise de conscience sur qui tu étais et ce que tu voulais changer? J'étais convaincue qu'avec le théâtre, la littérature, etc., voilà, ça m'apportait énormément de connaissances. C'est vraiment un cheminement, en fait. La découverte de son hypersensibilité. C'est vraiment un cheminement. Et là, la littérature et les textes de théâtre m'ont permis de m'apercevoir que, en fait, les gens se parlaient, se disaient ce qu'ils ressentaient à l'intérieur, et se disaient ce qu'ils ressentaient quand ils communiquaient. Et je trouvais ça extraordinaire. Je me suis dit, mais c'est formidable. C'est comme si je découvrais la communication, quoi, en fait. Hein. C'est vrai, c'est un peu ça. Ouais. C'est un peu ça. Et donc, du coup, je trouvais ça formidable. J'ai dit, il faut que je fasse ça. J'étais convaincue qu'une fois que j'allais être comédienne, c'était ça qu'il fallait, voilà. Et donc, je suis venue à Paris faire une école du soir, etc. Et j'ai commencé à travailler. Faire des tournées, etc. Mais jusqu'au jour où je me rendais compte qu'en fait, il y avait toujours ce truc à l'intérieur qui me disait... Sérieusement, un soir, je sortais de scène et je me disais, ben ouais, ok... Il y avait autant de personnes, c'était super, on s'est bien amusé. Mais il y a toujours un truc qui disait à l'intérieur de moi. Et alors ? Ah, c'est intéressant ça. Parce que c'est rare quand on est dans un milieu qui nous épanouit comme ça, que tu aies pu ressentir aussi ce questionnement profond. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi à ce moment-là ? Ouais. Et je me suis dit, c'était un énorme chamboulement parce que je me suis dit, ok, t'as lâché ton salon de coiffure, t'as lâché ta maison, t'as lâché tout pour aller vers cette quête d'être comédienne en pensant que c'est ça qui allait t'épanouir. Et tu as pris 1 an de cours, 2 ans de cours, 3 ans de cours. Pour trouver des contrats, etc. J'ai eu des très beaux contrats avec des personnes connues, etc. Mais n'empêche qu'un soir, en sortant de scène, je me disais, ok, j'ai réussi ça. Mais je suis pas plus heureuse pour autant, en fait. Il y a encore quelque chose, comme si cette quête n'était pas terminée. Cette quête de moi-même n'était pas terminée. Donc, ensuite, j'ai rencontré la personne qui devait être mon mari. J'ai eu un petit garçon, mais durant toute la grossesse, voilà, je voulais pas tellement le confier après, je voulais pas me précipiter, j'avais déjà 38 ans, donc je voulais vraiment pouvoir m'en occuper de ce petit garçon. Et donc j'ai pris du temps et pendant ma grossesse, j'ai cherché ce que j'allais pouvoir faire après, parce que pour moi c'était un peu comme évident, j'avais pas spécialement envie de retourner en fait dans le milieu du spectacle. Et donc j'ai commencé à chercher ce que j'allais pouvoir faire. J'étais très intéressée par la psychologie.
mais je ne voulais pas spécialement retourner voilà, à l'université ou des choses comme ça, ou du moins aller à l'université. Et donc, c'est en fait mon mari qui m'a dit « mais tu devrais t'intéresser au métier de coach. Ça te ressemble bien, je suis sûre que c'est quelque chose qui pourrait bien t'aller. » Alors, tu parles souvent du fait que tu as découvert ton hypersensibilité à 45 ans. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là pour toi? Ouais. C'est-à-dire que en fait, je faisais donc du coaching, ouvert à tous, en entreprise ou en B2B. Et puis, voilà, ça fonctionnait. Mais si vous voulez, si tu veux, ce qui se passe, c'est que y avait quand même toujours ce truc. Le coaching, c'était bien, mais c'était pas encore tout à fait ça. J'explique donc dans mon livre que entre-temps, j'ai arrêté à un moment donné le coaching pour aller à l'université de droit parce que c'est quelque chose qui me restait tout le temps derrière la tête. Voilà. Les hypersensibles ont un sens de la justice très fort. Oui, c'est vrai. Voilà. Moi, ça faisait très 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 longtemps. J'ai toujours rêvé de faire des études de droit et de devenir avocate, etc. pour défendre des causes importantes pour moi. Donc j'ai lâché un peu le coaching pendant un temps et je suis allée à l'université de droit. Et au bout d'un moment, l'université de droit, là aussi, je me rendais compte que là, l'université, que je ne fonctionnais pas de la même manière que ceux qui étaient en fait en cours avec moi, que moi j'avais véritablement une pensée plutôt émotionnelle, que j'avais véritablement une vision globale de la situation, que je fonctionnais vraiment de manière intuitive, alors que beaucoup à côté de moi fonctionnaient de manière très logique, etc., etc. Et à un moment donné, j'ai donc arrêté un peu, je me suis posée. Et mon hypersensibilité, je l'ai découverte grâce en fait à une douleur dentaire qui me donnait des maux de tête, qui me donnait des douleurs cervicales, qui me faisait mal partout, jusque dans les bras, etc. Et je pensais que en fait j'avais la fibromyalgie. Donc j'ai téléphoné au centre de fibromyalgique de France et là j'ai eu une personne qui m'a été très gentille pendant 20 minutes au téléphone et de toute la conversation ce que j'ai retenu c'était oui, les personnes fibromyalgiques sont des personnes hypersensibles. Ah, ça c'est intéressant. Systématiquement? Sont souvent des personnes hypersensibles, donc il faut que vous fassiez très attention à vous, il faut que vous fassiez très attention, faut pas vous mettre en danger, etc. Et de toute la conversation, j'ai noté ce mot-là. Et donc à la suite de ça, j'ai fait des recherches. Et c'est comme ça que je suis tombée sur le livre d'abord de Hélène Aron, que j'ai lu, ensuite celui de Saverio Tomasella, que j'ai lu. Et pour moi, la succession de livres, de lectures comme ça, ont pour moi tout à coup été d'une évidence, une très grande évidence, que en fait, comme la fin d'une quête en fait. C'était ça. C'était ça, t'avais trouvé le point que tu cherchais depuis toujours? Oui. Incroyable. À 45 ans. Et alors qu'est-ce que t'as ressenti? Moi je me dis ça doit être tellement puissant. T'as fait du théâtre, t'as fait plein de choses, tu te mets dans le coaching et d'un coup il doit se passer une forme de libération, d'explosion interne de ça y est, je suis moi. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là pour toi? Une énorme libération, quoi, en fait, vraiment. Ouais. Une très grande libération, comme si, en fait, la clé de tout était là. Et donc, une grande libération. Et je me suis dit, c'est ça y est. Je suis pas folle. C'est ça. Je crois qu'on est nombreux à se dire ça. Ah, mais je suis pas fou, je suis pas anormale, je suis pas un ovni. En fait, non, juste je fonctionne avec un fonctionnement différent. Voilà, c'est ça, exactement. Comme à l'université de droit, j'avais vraiment pu le constater, en fait, ce qui m'avait fait faire une pause. Et donc, du coup, vraiment cette grande libération en disant, mais en fait, ça existe, je ne suis pas toute seule, il y a des livres là-dessus, et
Et je suis, je suis tout à fait normale pour une hypersensible. J'aime beaucoup dire ça. Je suis normale pour une hypersensible. Mais en fait, c'est vrai qu'on est tous et toutes normales. Et en fait, on oublie à quel point la société veut nous dire la trop haute sensibilité n'est pas la norme. Il faut se masquer, il faut être fort et insensible. Parce qu'au départ, on est tous sensibles quand on est enfant. Et on nous masque ça, que finalement, c'est fou de se dire qu'à 30 ans, 40 ans, 50 ans, on redécouvre. Ah non, mais en fait, tout est ok, c'est parfait, tout va bien, on est normal, on est normaux. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Et donc, du coup, j'ai revu ma copie, si je puis dire, concernant mon activité professionnelle. Et ça a été d'une évidence, mais tout à coup, il y a beaucoup de choses qui ont été d'une évidence, d'une grande évidence. Et je me suis dit, je vais reprendre tous mes outils de coach. Je vais reprendre tout ce que j'ai appris, parce que le coaching, m'a vraiment, durant ma formation, etc., toutes mes formations que j'ai faites, beaucoup aidé en fait. Bon, sans spécifiquement savoir que j'étais hypersensible, mais ça a fait quand même son chemin, tous ces outils qu'on pouvait utiliser en coaching, en PNL ou autre. Ça m'avait beaucoup apporté. Je me suis dit, mais voilà, je vais reprendre tous mes outils de coach et je vais cette fois-ci en fait m'adresser que aux personnes hypersensibles. Et on partageait ça avant de démarrer cette interview toutes les deux en off, mais c'est vrai que c'est très important de se dire que oui, alors on est dans le coaching de l'hypersensibilité, mais en fait ce qu'on essaye d'apporter toutes les deux, c'est ce truc de ok, l'hypersensibilité, elle se comprend, elle s'accepte, on comprend le fonctionnement, mais qu'est-ce qu'on en fait derrière ? C'est pour ça que ces outils de développement personnel, de coaching, de PNL, toutes ces choses-là, ils servent en fait votre vie et pas forcément juste je suis hypersensible et donc du coup comment je fais pour me comprendre, c'est la base. Et ensuite, tu vas développer, tu vas aller vers ta vie de rêve, vers tes objectifs, vers une vie beaucoup plus épanouissante avec beaucoup plus de bonheur. Et c'est de ça dont tu t'es servi. Voilà. C'est ça, exactement. Donc du coup, véritablement, le point de départ, c'est « Ok, je suis hypersensible » et alors tout commence. Exactement, tout commence, c'est ça qu'on veut entendre, merci. Tout commence, ce n'est que le début. Des fois, les gens se disent bah, « c'est la fin, je me sens perdue ». Non, c'est le point de départ avec cette libération, quoi. Voilà, c'est ça. Il y a autre chose dont je voulais vraiment parler avec toi. Effectivement, je sais que tout comme moi, tu es une ultra sensible extravertie. Oui. Et on est une minorité dans l'hypersensibilité, mais on est là. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette spécificité pour rassurer peut-être tous les gens qui vont nous regarder, qui ont cette extraversion en eux et qui du coup peut-être se reconnaissent pas au départ dans l'hypersensibilité ou dans l'ultrasensibilité. Oui. C'est vrai que pour les personnes hypersensibles extraverties, alors moi j'ai tendance à dire quand on ne sait pas qu'on est hypersensible et quand on est hypersensible extraverti, c'est la double peine en fait. Quand j'explique que c'est la double peine, c'est ça, c'est-à-dire que un hypersensible qui va être introverti, il va quelque part se lever, se mettre un petit peu en retrait, donc on va moins le voir, il va se mettre un petit peu en retrait, ce qui fait que, bon, il est moins sujet d'être une cible. Mais lorsque on est hypersensible, extraverti, c'est-à-dire qu'on va s'exposer beaucoup plus qu'un hypersensible introverti. Donc, quand je dis que c'est la double peine, c'est parce que comme on s'expose déjà beaucoup plus, donc on va être beaucoup plus blessé parce que on va de l'avant. Et comme on va de l'avant, on est une plus grande cible en fait. Donc on va plus faire attention. Par exemple, je pense à des enfants qui seraient hypersensibles, introvertis, on va plus les protéger, leur dire non, il va peut-être pas faire ça, il va être fatigué, il préfère rester lire ou il préfère rester regarder la télé. Donc ils vont être un peu plus protégés, tandis que une extravertie comme vous et moi, on va de l'avant quoi. Donc elle n'est pas visible cette hypersensibilité pour les jeunes filles, pour les jeunes garçons. Ils foncent. Ils y vont, mais quand ils reçoivent des remarques, des reproches, etc., ce sont toutes des flèches en fait. C'est la perception extérieure qui diffère, c'est ça, c'est vraiment ça. C'est que de l'extérieur, ça se voit pas.
Mais nous, de l'intérieur, en fait, comme on s'expose, eh bien, on reçoit beaucoup plus, mais c'est pas visible. C'est vrai, mais d'ailleurs, je me demande si tu as parcouru ça aussi. On a eu ce chemin aussi où tu as un peu des moments de vie. Moi-même, j'ai fait un épisode dépressif où j'étais vraiment très mal. Et c'est marrant parce que beaucoup de gens ne l'ont pas spécialement perçu. Parce que justement, j'ai tendance à voir le bon côté des choses, à aller de l'avant, à me remettre en question. Et en fait, moi, je me ressource auprès des autres. Donc du coup, j'avais pas cet isolement. Mais c'est pas pour ça que, en fait, à l'intérieur, j'avais pas ce remue d'émotions, les montagnes russes, les craintes, les peurs qui étaient exacerbées. Et donc du coup, je me demande si toi aussi tu as traversé cette difficulté de devoir comprendre son hypersensibilité et en même temps presque en douter à cause de notre extraversion. C'est-à-dire que c'était très jeune, en fait, pour moi, cet épisode... Effectivement, comme vous dites, qui ressemble à une dépression, sans que ce soit jamais diagnostiqué ou que ce soit jamais... Mais effectivement, une sensation d'un très grand mal-être, en fait, à en vouloir disparaître, en fait, et sans jamais le montrer, sans véritablement... En mettant le masque, en mettant un masque social, en mettant en place des stratégies que je nomme dans Itinéraire, que j'appelle ça des stratégies d'adaptation, qui sont des stratégies de survie, hein. Faire comme les autres pour se protéger, vouloir faire plaisir pour se protéger, se mettre en retrait. Voilà, tout ça, ce sont des stratégies d'adaptation que j'ai mis en place, que j'ai utilisé de manière inconsciente, bien sûr, mais c'est véritablement le travail sur moi, et puis aussi le travail, l'étude beaucoup, parce que j'ai beaucoup étudié donc l'hypersensibilité, qui m'a fait véritablement lister toutes ces stratégies de protection. Alors qu'est-ce qu'on pourrait recommander aux ultra-sensibles qui nous regardent pour trouver leur itinéraire à eux ? Oui. Le premier pas, en fait, ce serait quoi ? Le premier pas pour trouver leur hypersensibilité. Leur chemin, plutôt. Dans ton livre Itinéraire d'une ultra-sensible, c'est aussi comment ce parcours pour devenir soi-même. Quel est le premier pas pour les gens qui, peut-être, sont en train de découvrir leur ultra-sensibilité, cherchent encore leur chemin ? Qu'est-ce que tu leur recommanderais en premier de faire ? D'observer. Et de s'observer, en fait, et d'observer, voir si elles sont, si ils ou elles sont dans une stratégie, en fait, de protection, d'adaptation, ou si elles ont la sensation d'être elles-mêmes, en fait, dans cette vie, ou pas. Donc c'est vraiment un peu faire un scan de sa vie, un 360, se dire finalement dans tous les domaines de ma vie, comment je me sens ? Est-ce que je me sens à ma place ? Est-ce que je me sens moi-même ? Est-ce que j'ai l'impression de me suradapter, ce qui est assez fréquent chez nous, surtout quand on a du mal à se connaître au départ, on a toujours cette stratégie de suradaptation. Et c'est très intéressant ce que vous recommande Charlotte, c'est faire un scan et de se dire dans quel état, dans quel milieu, avec qui je me sens moi-même et avec qui ce n'est pas le cas. Et peut-être du coup s'alerter sur les changements à opérer. D'abord observer et puis après effectivement véritablement bien connaître l'hypersensibilité. Ouais. Parce qu'en lisant les nombreux ouvrages qui existent, c'est de se reconnaître et en se reconnaissant, ça permet de poser un mot. Ça permet... extrêmement important. C'est ça. Ça permet de poser un mot et de se dire ok, c'est pas des choses que je dois corriger alors, c'est pas un problème, c'est une différence, mais c'est pas un problème. Ça, c'est une spécificité, c'est une façon d'être, il n'y a pas à changer. Je prends toujours cet exemple de je fais 1m60, mais je fais 1m60. Si je veux, je peux utiliser un tabouret, ça va être l'action que je vais mettre en œuvre ou l'outil que je vais utiliser, mais je vais pas pousser ou je vais pas... C'est un fait et mon hypersensibilité en fait partie. Notre ultrasensibilité, elle fait partie de nous. Il n'y a pas besoin de nous changer, il y a simplement de trouver qu'est-ce qu'on garde et qu'est-ce qu'on ne garde pas pour fonctionner correctement avec. C'est ça. Et donc du coup, c'est vrai que l'apprentissage et la lecture et la connaissance
la connaissance de l'hypersensibilité permet aussi du coup de revisiter les différents domaines de sa vie et de voir si ça, par exemple tel environnement, est-ce que ça me convient, est-ce que je me sens bien ou je me force, là est-ce que je me sens bien ou je me force, et donc véritablement comme ça de voir les différents terrains où on se sent le mieux et là où on se sent véritablement soi-même pour pouvoir finalement amplifier les moments de bien-être et puis repousser un petit peu les moments où les lieux ou les environnements où on se sent pas bien. C'est marrant que tu parles de ça parce qu'en coaching, j'évoque toujours l'extension de la zone de plaisir. C'est-à-dire qu'en fait, on parle toujours de sortir de sa zone de confort. Et moi, je suis toujours dans si on pouvait voir les choses différemment et te dire que simplement, tu vas étendre ta zone de plaisir. Déjà, je pense que moi, dans ma perception de l'hypersensibilité, de ce fait d'avancer petit pas par petit pas, c'est exactement ce que tu dis dans comment je peux me sentir mieux dans plus d'endroits, dans plus de moments, aller me centrer sur mon bien-être, et ben je le vois comme ça, comme une extension de la zone de plaisir. C'est ça, exactement. Et c'est en prenant confiance aussi dans les endroits où on se sent bien, que finalement après on va pouvoir aller s'expérimenter parce qu'on aura fait grandir la confiance en soi. Exactement. Tu prêches une convaincue. Voilà. Oui, je sais que c'est ta spécialité. C'est ça. Et donc du coup, voilà qu'on va pouvoir aller expérimenter après dans d'autres zones où on se sent pas forcément en terrain conquis, mais pour se mettre un petit peu au défi et de voir que parfois, avec grande surprise, quand on se sent mieux à l'intérieur, finalement ça se passe mieux ailleurs aussi, quoi. Je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, pour vous inviter à aller découvrir votre hypersensibilité, je vous invite à lire le premier ouvrage de Charlotte Wills qui s'intitule Itinéraire d'une ultra sensible. Oui. En plus, vous pouvez compléter avec la nouvelle édition, mais je vous conseille vraiment de commencer par son premier ouvrage. Et merci pour ce moment, Charlotte, c'était un plaisir. C'est pas complètement fini, j'ai une dernière question pour toi. Je voulais savoir si tu devais me recommander une personne qui t'inspire, une personne peut-être hypersensible, positive, inspirante, ce serait qui pour toi ? Oui, alors moi j'aime beaucoup Charlotte Gainsbourg. Voilà, parce que déjà, c'est une personne que je suis depuis très très longtemps, probablement parce qu'on a le même prénom au départ et que voilà, on a peut-être à peine un an qui nous sépare. Et puis je me souviens, il y avait un Noël où on m'avait offert 2 fois son 33 tours. Alors j'ai une photo où en fait j'ai 2 fois le même 33 tours de Charlotte Gainsbourg. Mais aussi parce que je pense que c'est véritablement une personne hypersensible. Oui. Voilà, on n'a pas fait le test ensemble, il n'y a rien qui s'avère, mais il n'y a qu'à la regarder véritablement. Et que pour moi, Charlotte Gainsbourg est une personne hypersensible qui véritablement a grandi avec cette sensibilité, a évolué avec cette sensibilité sans jamais la réfréner, sans jamais vouloir s'en débarrasser, mais toujours en essayant d'aller un petit peu élargir sa zone de confort finalement. Et voilà, je trouve qu'aujourd'hui, Charlotte Gainsbourg est véritablement une personne qui s'épanouit à la scène, derrière les caméras, dans sa vie de famille, et je trouve que c'est un très bel exemple. Oui, tout à fait d'accord, je partage ça et ça fait plaisir de voir que même dans le milieu des célébrités, on commence à avoir des gens qui s'assument, qui assument leur hypersensibilité, qui le montrent, qui ont moins peur de voir ça comme une faiblesse, et c'est un très bel exemple. Encore merci beaucoup Charlotte pour ce très bon moment de partage. C'était un bonheur de pouvoir te présenter à mes abonnés et pouvoir échanger avec toi. Je vais t'inviter à m'accompagner pour le mot de la fin. Oui. Le Pomme Kiss dans 1 minute. Quant à moi, je vais évidemment vous rappeler de prendre confiance en vous, d'aimer votre spécificité, votre hypersensibilité et d'en faire quelque chose de positif. Voilà, moi je parle très souvent d'énergie positive, pour moi c'est extrêmement important. Oui, on peut être hypersensible et dynamique et positif et extraverti, on en parlait aujourd'hui. Oui. Donc n'oubliez pas, be Poms, be positive et surtout be yourself, et on va pouvoir faire le mot de la fin. Je vais faire un petit décompte avant le Pomme Kiss, t'es prête ? Oui. Attention, 3, 2, 1, Pomme Kiss! Oh, il était magnifique!